Le fantasme, il se déroule presque toujours de la même manière. On imagine qu'une équipe tactique a réussi à s'infiltrer dans un bunker secret. Ouais, le fameux bunker. Voilà. Et l'homme responsable des pires atrocités de l'histoire, Adolf Hitler, s'y trouve. Il y a une brève lutte, l'arme est écartée d'un coup de pied, la capsule de cyanure vole à l'autre bout de la pièce. Et là, l'homme est maîtrisé, menotté au sol. Et c'est exactement à ce moment-là que la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est ça. Et c'est là que l'imagination prend une tournure extrêmement sombre. Couper la moelle épinière au niveau du cou pour paralyser entièrement le corps. Ah ouais, c'est très précis. Crever les tympans, arracher la langue, le maintenir en vie sous assistance respiratoire, incapable de bouger, de voir ou d'entendre, mais parfaitement capable de ressentir la douleur. Et puis, le clou du spectacle, lui injecter un cancer qui dévorerait chaque cellule de son corps dans une agonie absolue et prolongée. C'est glaçant. Mais c'est une anecdote très révélatrice. Totalement. C'est en fait une anecdote très personnelle que le neurobiologiste Robert Sapolsky utilise dans ses écrits, notamment son livre Behave, pour soulever un paradoxe majeur sur notre nature humaine. Et on va faire une véritable exploration en profondeur de ce texte aujourd'hui. Parce que ce paradoxe, il est fascinant. En réalité, notre espèce ne déteste pas la violence. Pas du tout, non. Ce qu'on déteste, c'est la violence dans le mauvais contexte. Parce que dans le bon contexte, cette même violence, on la célèbre, on la récompense, on l'admire. C'est clair. On n'a qu'à penser aux métaphores sportives, ou même aux blockbusters d'action au cinéma, ou aux médailles militaires, quoi. Exactement. Toute l'ambiguïté de notre comportement est là. D'un point de vue purement mécanique, la contraction musculaire pour appuyer sur une gâchette, c'est la même qu'il s'agisse de commettre un acte terroriste odieux ou d'abattre un terroriste pour sauver des innocents. Le mouvement du doigt est identique. C'est rigoureusement le même. C'est le contexte qui donne tout son sens à l'acte. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre précisément pourquoi l'être humain agit comme il le fait. Pas de manière mystique ou philosophique, hein. Non, on veut déconstruire la mécanique biologique. Voilà. Pour comprendre un comportement du plus altruiste au plus abject, il faut le regarder comme une chronologie. Que s'est-il passé dans le cerveau une seconde avant l'action, et dans l'environnement quelques minutes avant, et les hormones des jours ou des jours avant? Le problème, c'est qu'on a tous ce réflexe naturel de ranger les explications dans des petites boîtes bien séparées. Ah oui, les fameux tiroirs. C'est ça. On observe un comportement complexe et on a tendance à dire ça, c'est génétique. Ou alors, ça, c'est purement culturel. Ou c'est la faute de ses hormones. Sauf que penser en catégories comme ça, c'est non seulement faux scientifiquement, mais ça conduit à des dérives historiques catastrophiques. Tu penses au behaviorisme là? Ouais, le behaviorisme extrême, avec des figures comme John Watson, des gens qui affirmaient qu'en contrôlant juste l'environnement, on pouvait prendre n'importe quel enfant et en faire un médecin ou un voleur, en niant totalement l'existence de la biologie. C'est fou de penser ça. Et à l'autre extrême, on a eu des gens comme Konrad Lorenz, un biologiste brillant, mais qui s'est enfermé dans une vision tellement rigide de la génétique qu'il a fini par justifier scientifiquement les théories eugénistes. Ouais, le déterminisme absolu, c'est dangereux. Séparer l'inné de l'acquis ou la biologie de la culture, c'est vraiment tracer des frontières qui n'existent pas dans la nature. Chaque explication biologique n'est en fait que le produit de toutes les influences qui l'ont précédée. C'est une continuité. Et cette illusion des catégories, on l'applique aussi à notre morale, tu vois. On sépare souvent le comportement chaud du comportement froid. Ah oui, le chaud et le froid. La violence passionnelle, par exemple, le crime dans un accès de rage, on arrive à peu près à le conceptualiser. Mais la violence qui terrifie le plus, c'est celle de sang-froid. Le sociopathe. Exactement, celui qui calcule son geste sans la moindre émotion. Or, ce qui est très déconcertant, c'est que le bien absolu peut aussi être d'une froideur extrême. Oui, il y a ces exemples incroyables de donneurs d'organes anonymes dans le texte. Des gens qui cèdent un rein à un parfait inconnu. Pas dans un élan d'empathie en larmes, mais avec un détachement total, presque mathématique. Ils se disent juste que c'est logique. Voilà. Ou ces moines bouddhistes en pleine méditation profonde. On leur demande s'ils ont mal aux genoux après des heures en tailleur, et ils répondent qu'ils réajustent leur posture par compassion pour leurs genoux. C'est magnifique. Et totalement dépassionné. Au fond, essayer de comprendre un comportement en isolant la génétique ou les émotions, c'est un peu comme essayer de comprendre le goût d'un gâteau au chocolat en mangeant d'abord une cuillère de farine. C'est très sec. Ouais. Puis un œuf cru, puis du sucre en poudre. Ça donne aucune idée du résultat final. Et pour filer ta métaphore de la pâtisserie, la véritable science du comportement, elle observe la cuisson, c'est-à-dire l'interaction de ces éléments à travers le temps. Alors observons cette cuisson chronologique.
en commençant par la toute fin, la dernière seconde avant l'action, Le moment où le doigt se crispe sur la gâchette. ou le moment où la main se tend pour aider quelqu'un. Que se passe-t-il dans le cerveau à cet instant précis? Mais c'est un véritable champ de bataille neuronale. Et ça se joue principalement entre deux zones, l'amygdale et le cortex frontal. L'amygdale, on rappelle, c'est le centre de la peur, de l'anxiété, de l'agressivité réactive. C'est ça. Et le texte mentionne ce cas tragique et très célèbre de Charles Whitman en 1966. Le tireur de la tour du Texas. Exactement. Un ancien enfant de chœur, ancien marine, un citoyen apparemment modèle, et un jour, il monte au sommet de la tour de l'université et abat des dizaines de personnes après avoir assassiné sa femme et sa mère. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la veille de son acte, il a rédigé une note. Oui, il expliquait qu'il était submergé par des pulsions violentes incompréhensibles, et il suppliait qu'on autopsie son cerveau après sa mort. Et ils ont trouvé quelque chose? Une tumeur de la taille d'une noix de pécan, et elle appuyait très exactement sur son amygdale. Donc son centre de la peur et de l'agressivité était stimulé mécaniquement en permanence. Et face à cette amygdale hors de contrôle, l'adversaire, c'est le cortex frontal. C'est la région située juste derrière le front, spécialisée dans la planification à long terme et le contrôle des impulsions, C'est lui qui retient l'insulte qu'on est en colère. ou qui te force à te lever pour aller travailler quand tu voudrais dormir. Son rôle, c'est littéralement de forcer le corps à faire la chose la plus difficile quand c'est la bonne chose à faire. Et ce qui est fascinant, c'est que ce cortex frontal, il n'arrive à pleine maturité que vers 25 ans. Ce qui explique neurologiquement l'impulsivité des adolescents, au passage. C'est clair. Et quand cette zone est endommagée, les conséquences sont brutales. On pense tous à Phineas Gage, cet ouvrier du 19e siècle. Celui qui a eu le cortex frontal transpercé par une barre à mine dans une explosion. C'est ça, il a survécu physiquement. Mais cet homme, qui était fiable et poli, est devenu du jour au lendemain asocial, incapable de filtrer ses pensées, soumis à la moindre pulsion. Son amygdale n'avait plus aucun frein. Plus de cortex frontal pour la modérer. Ce combat entre les deux zones devient hyper visible face à des dilemmes moraux complexes. Il y a le fameux dilemme du tramway. Ah oui, le classique. Un wagon hors de contrôle fonce vers 5 ouvriers attachés sur la voie. La première option, c'est de tirer un levier pour dévier le wagon vers une voie où une seule personne est attachée. La majorité des gens acceptent de tirer ce levier. C'est utilitariste. Un mort pour en sauver 5. Et quand on passe ces gens sous scanner cérébral, on voit le cortex frontal qui s'illumine. C'est une décision froide, cognitive. Mais la deuxième option change tout. Pas de levier cette fois. Le seul moyen d'arrêter le tramway, c'est de pousser soi-même un homme très corpulent depuis un pont pour bloquer le wagon. Mathématiquement, c'est le même bilan. Un mort pour 5 survivants. Pourtant, la grande majorité des gens refusent de le faire. Et dans le scanner, la simple idée d'utiliser ses propres mains déclenche une tempête dans l'amygdale. L'émotion brute écrase la logique. Et d'un point de vue mécanique, ça montre que le cerveau fait face à un problème de temps-traitement. C'est le problème du raccourci sensoriel. Comment ça marche, concrètement? Quand un événement inattendu se produit, l'information visuelle entre dans le cerveau et voyage jusqu'au cortex visuel à l'arrière du crâne. C'est là qu'elle est décodée. Le cortex prend son temps et dit « Ah, c'est un objet cylindrique métallique C'est précis, mais c'est lent. ». Très lent. L'évolution a donc créé un compromis. Une petite fraction de l'information brute est détournée et envoyée directement à l'amygdale en quelques millisecondes. Avant même que le cortex visuel ait fini son boulot. L'amygdale réagit avant qu'on ait une image consciente. Ça me fait penser à un détecteur de fumée ultra sensible. Il se met à hurler dès que le grille-pain fume un peu trop. Ouais, c'est une excellente analogie. Et le cortex frontal, c'est la personne dans son lit qui doit se réveiller, faire l'effort d'aller à la cuisine, constater qu'il n'y a pas d'incendie et étendre l'alarme. Le problème, c'est le temps qu'il faut pour arriver dans la cuisine. Et ce décalage temporel, il peut coûter des vies. L'exemple tragique, c'est l'affaire Amadou Diallo à New York. Cet immigré non armé abattu de 41 balles par des policiers. Oui, face à une situation tendue dans la pénombre, Diallo a fouillé dans sa poche pour sortir son portefeuille. L'amygdale des policiers, via ce fameux raccourci, a détecté un objet noir sortant d'une poche et a hurlé « Arme !». Et le tir réflexe est parti. Le cortex frontal aurait eu besoin d'une fraction de seconde supplémentaire pour analyser la texture et dire « Attendez, c'est juste un portefeuille en cuir ». Mais c'était trop tard. C'est terrible. Mais ce freinage d'urgence du cortex frontal, cet effort pour faire la bonne chose, ça demande une énergie mentale colossale. D'où vient ce carburant? Qu'est-ce qui donne la motivation? C'est là qu'intervient une molécule très mal comprise, la dopamine. Dans la culture populaire, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat, non? Le shoot quand on mange du gâteau ou qu'on gagne au loto. C'est le mythe, oui. Mais la réalité neurologique est différente.
La dopamine n'est pas la molécule de la récompense, c'est la molécule de l'anticipation de la récompense. C'est le moteur de la quête, en fait. Exactement. Il y a une expérience sur les singes qui montre ça. Un singe est dans une cage, une lumière s'allume, il doit appuyer 10 fois sur un levier et il reçoit une friandise. Si c'était l'hormone du plaisir, le pic de dopamine serait quand il mange la friandise. Or, les mesures montrent que la dopamine explose au moment exact où la lumière s'allume, bien avant l'effort. C'est l'anticipation qui motive à travailler. Et ça devient fou quand on ajoute de l'incertitude. Ah oui, le renforcement intermittent. Si la machine ne donne la récompense qu'une fois sur deux, le taux de dopamine au moment du signal lumineux atteint des sommets. Le suspense crée une frénésie. C'est le principe des machines à sous à Vegas, quoi. Complètement. On devient accro à la possibilité du gain, pas au gain lui-même. Mais attends, il y a un truc qui cloche. Si notre dopamine fonctionne avec des récompenses immédiates, comment on explique qu'un être humain puisse épargner pendant 40 ans pour sa retraite ou se sacrifier pour un paradis après la mort? C'est totalement illogique par rapport aux animaux. C'est la grande exception humaine. L'évolution nous a dotés d'une capacité à appeler l'escompte temporel retardé. On a la même tuyauterie de base qu'un rongeur, mais on peut différer la récompense sur des échelles de temps astronomiques. Aucun animal ne se prive de manger en hiver pour être beau sur la plage en été. Non, ça n'existe pas. L'humain utilise l'anticipation pour transcender le temps. Bon, alors, on sait que l'amygdale lance l'alerte, que le cortex frontal essaie de gérer et que la dopamine motive. Mais qu'est-ce qui déclenche ça quelques minutes ou secondes avant l'action? Ce sont des facteurs environnementaux, souvent totalement inconscients. Des marionnettistes subliminaux. Comme le pouvoir des mots. Il y a cette étude sur un jeu économique impliquant la coopération ou la trahison. Si on l'appelle le jeu de Wall Street, les gens deviennent hyper agressifs et égoïstes. Et si on garde les mêmes règles mais qu'on l'appelle le jeu de la communauté? Ils se mettent à coopérer. Un seul mot change la neurobiologie de la décision. Pareil avec une affiche dans une salle de pause. Il y a une tirelire pour payer son café. Si on met un poster avec une paire d'yeux au-dessus, l'honnêteté triple par rapport à un poster avec des fleurs. Le cerveau reptilien se sent observé et modifie le comportement. C'est dingue. Mais ça va plus loin. L'environnement physique sculpte aussi nos préjugés. Sur les questions de race, par exemple. Si on flash le visage d'une personne d'une autre race sur un écran pendant 1/10 de seconde, l'amygdale s'active systématiquement. C'est trop rapide pour l'esprit conscient. Oui, mais le cerveau détecte la différence et classe immédiatement dans la catégorie « eux » au lieu de « nous ». Et ça change l'empathie. Si on montre une vidéo où une main est piquée par une aiguille, le cerveau ressent une douleur empathique. Mais si la main appartient à ce groupe perçu comme « eux », l'onde d'empathie s'aplatit. C'est rude à entendre. Il y a cette anecdote poignante dans le texte. L'étudiant afro-américain qui rentrait tard le soir. Oui, il avait remarqué l'anxiété implicite qu'il générait chez les passants blancs dans certains quartiers. Et sa solution, c'était de siffler du Vivaldi. Ce signal auditif culturel servait de message rassurant. Ça apaisait instantanément les amygdales des passants. C'est une adaptation brillante à une réalité biologique triste. Mais il n'y a pas que l'environnement extérieur. Il y a l'interosection. L'état de notre propre corps. Ah oui, l'étude sur les juges au WAS. Le taux d'octroi des libérations conditionnelles s'effondre juste avant l'heure du déjeuner. Le cerveau des juges est en hypoglycémie. La faim crée un stress. Le cortex frontal manque d'énergie. Et la décision par défaut, refuser la libération, prend le dessus. Donc, avec les mots, les posters, les biais subliminaux, la faim, on est juste des machines programmables. On n'a plus de libre arbitre. Ça donne le vertige. Mais le libre arbitre réside dans une fenêtre de temps très précise. Le réflexe de l'amygdale en millisecondes est automatique. Mais si l'image du visage d'une autre race reste à l'écran une demi-seconde de plus, la donne change. Le cortex frontal a le temps d'arriver. Voilà, le cortex s'allume et vient réprimer l'amygdale. Il se rappelle ses valeurs, son éthique. C'est un effort cognitif lourd, d'où l'impact de la faim. Mais ça prouve que la décision finale peut être régulée. Et pour que cet effort soit possible, le cerveau doit baigner dans le bon bain chimique, préparé des heures ou des jours à l'avance par nos hormones. Et là, il faut détruire quelques mythes. La testostérone, par exemple. On entend partout qu'elle cause l'agressivité. C'est faux. Elle ne cause pas l'agressivité, elle l'amplifie si elle est déjà là. Selon l'hypothèse du défi, la testostérone pousse avant tout à maintenir son statut social, peu importe le moyen. C'est illustré par le jeu de l'ultimatum, ça. Absolument. On donne de l'argent à une personne A qui doit proposer un partage à B. Si B refuse, personne ne gagne rien. Dans ce jeu, le prestige social dépend d'être perçu comme juste. Et quand on injecte de la testostérone à la personne A, Eh bien, curieusement, ils deviennent plus généreux.
pas plus agressif. L'hormone cherche le succès social selon les règles du groupe. C'est pareil à l'autre bout du spectre, avec l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Elle favorise l'attachement maternel, la fidélité chez les campagnols des prairies, mais elle a une part d'ombre. Elle rend généreux envers les siens, mais elle rend xénophobe envers les autres. L'expérience aux Pays-Bas sur le tramway est folle. Sous ocytocine, les sujets refusent de sacrifier un Dirk ou un Peter. Mais avec le même taux d'hormones, ils sacrifient facilement un Ahmed ou un Youssef. C'est l'hormone de l'ethnocentrisme. Pour résumer avec une analogie, les hormones ne sont pas le volant qui dirige la voiture. Elles sont juste la pédale d'accélérateur. Le contexte social, c'est le volant. J'adore cette image. C'est exactement ça. En récapitulant cette chronologie, on prend une vraie claque d'humilité. On est tellement moins rationnel qu'on le croit. Comprendre l'impact d'une baisse de glycémie ou d'un biais d'un dixième de seconde, ça n'excuse rien moralement. Mais ça donne les clés pour éviter de se fier aveuglément à ses intuitions. Nos intuitions sont souvent des constructions biologiques très malléables. Et ça amène à une réflexion philosophique troublante. La biologie d'une rage meurtrière, physiologiquement, est presque identique à celle d'un orgasme. C'est les mêmes mécanismes. Et l'hormone de l'amour maternel est la même que celle de la haine tribale. Le corps utilise les mêmes outils pour la noblesse d'âme et pour la cruauté. Ce qui nous ramène à notre fantasme de torture du début. Le concept de bien ou de mal biologique n'existe peut-être pas vraiment. Tout dépend du contexte. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et notre défi quotidien, finalement, c'est juste de laisser le temps à notre cortex frontal de faire son travail.